2, France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, la question LGF du jour. Donald Trump au roi Salman, vous ne resteriez pas au pouvoir 2 semaines sans nous. Il affirme que le régime saoudien est totalement sous contrôle américain. A-t-il raison selon vous? Vous répondez oui sur Facebook ou non d'ailleurs, ou sur Twitter LGF officiel. Algérie, le ministre des Affaires religieuses fait la chasse aux imams radicaux. Hollande a eu ses frondeurs, Macron a-t-il ses déserteurs? Retour sur une semaine riche en actualité au sein du pouvoir français. C'est parti donc pour le LGF jusqu'à 18h avec vos appels au 01 40 33 9000. Et le petit bonus, c'est notre invité à 17h. On va parler radio numérique terrestre aujourd'hui sur France Maghreb 2. Bah oui, si on parle radio numérique terrestre, c'est que Tarek Mami n'est pas forcément très loin, n'est-ce pas Tarek? Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Razik, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à la radio numérique. Absolument, on va vous expliquer qu'est-ce que la radio numérique terrestre parce qu'il va falloir vous y habituer, on va faire avec dans les quelques années à venir. Et pour en parler avec nous, le conseiller chargé de la radio du CSA, monsieur Nicolas Curien, qui sera votre invité d'ailleurs, cher Tarek, à 17h. Monsieur Razik Métiche, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Comment ça va? Très bien, très bien. Tiens, j'ai une petite devinette pour vous. Une petite citation, je vais vous demander si vous connaissez l'auteur. Alors moi j'aime bien cette phrase. Le mal c'est quelque chose de toujours possible et le bien c'est quelque chose d'éternellement difficile. Vous avez un indice? C'est une écrivaine américaine qui est née en 1941 en Nouvelle-Orléans. Pas d'idée? C'est une colle. Ouais, j'aime bien. J'allais dire ma réponse à moi. Je connais pas. Elle est bien cette phrase, non? Non, oui. Le mal c'est quelque chose de toujours possible et le bien c'est quelque chose d'éternellement difficile. Oui, ça tombe bien. Je vous ai raconté l'histoire la semaine dernière, cher Christophe Fro, auditrice auditeur, de 2 copains qui se sont battus pour la bouteille d'eau. Ils étaient en plein désert et puis il y avait pas beaucoup d'eau. Il y en a un qui bousculait l'autre et il a bu la goutte d'eau. Et c'est lui qui n'a pas pu, a écrit aujourd'hui mon ami m'a blessé. Mais bon, je vous donne la réponse. Ouais, allez-y. Anne Rice, elle s'appelle. Anne Rice, c'est une écrivaine américaine qui est née donc en 1941 à la Nouvelle-Orléans. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment fantastiques, des ouvrages fantastiques et d'autres un peu plus, pour employer le terme, érotiques. Voilà. Anne Rice, en tout cas, j'aimais bien la phrase, donc je voulais vous la soumettre. Anne Rice, oui. Anne Rice. Anne Rice, R-I-C-E. Ouais. Voilà pour la petite phrase. C'est parti. C'était à la une de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui, mesdames, messieurs, le 5 octobre. C'était à la une du 5 octobre en 1793, le catholicisme perd son statut de religion d'État en France. En 1910, proclamation de la République du Portugal. 1944, et oui vous avez bien entendu, en 1944, une ordonnance confirme le droit de vote des femmes en France. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, on est là. C'est vendredi et c'est la récap de l'actualité de la semaine. Il y a eu pas mal de choses cette semaine. Tarek Mami pour nous accompagner, Razik Métiche aussi sont avec nous. Aujourd'hui on va parler tout à l'heure, en dernière partie j'ai envie de dire, alors de cette chaise musicale qui s'est opérée cette semaine au sein du pouvoir français avec la démission de Gérard Collomb. Une autre démission qui a un peu passé inaperçue, mais de toute façon voilà, on s'y attendait, c'est celle de Valls. Mardi, il y a eu 2 démissions quasiment le même jour, une acceptée et l'autre souhaitée, j'ai envie de dire, pour celle de Valls, par beaucoup, hein, évidemment. Espérer, voilà. Elle a été saluée d'ailleurs, hein, cette démission. Avec dans les pancartes. Oui, la France insoumise. Il y a un pot de départ, il me semble, qui est prévu, samedi, demain à République pour fêter le départ d'Emmanuel Valls. En plus, c'est une triple bonne nouvelle. Il va à Barcelone, il arrête la politique définitivement et il restera là-bas. Ouf, qui reste. Et vraiment désolé pour les Barcelonais. Alors le problème, c'est que la France va compter un immigré au moins. Ah oui, c'est vrai. Il est arrivé à 20 ans, il l'a rappelé. Bon, il a remercié tout le monde. Voilà, il a été acclamé d'ailleurs par la République en marche, qui a pas été. Oui, il va être content de s'en débarrasser. Oui. Enfin, tu crois? Ah oui. Certain, vu sous cet angle, j'y avais pas pensé, mais standing ovation. Il va faire une heureuse qui risque d'être élue députée dans quelques semaines, dans quelques mois. Et ça sera mérité, parce qu'elle aurait dû être élue dès la première fois. Farida, parce qu'il va y avoir une élection. Oui. Les gens, ils aiment ou ils aiment pas. De toute façon, aujourd'hui, Macron n'a pas le vent en poupe. Oui, mais attendez, vous oubliez quand même quelque chose. Oui. C'est que dans cette région-là que je connais bien, vous avez à Corbeil le système d'assaut, à Ivry vous avez le système Valls. Donc les personnes s'en vont, mais le système reste. Non, parce que monsieur, comment il s'appelle, Dassault, paix à son âme,
Le système ne tient compte que quand l'homme est là pour payer pour que le système perdure. Bah, il perdure toujours, hein. Je peux vous dire, à Corbeil-Essonnes, en tout cas, ceux qui nous écoutent du côté de Corbeil peuvent le confirmer. Le système perdure. Voilà. Oui, mais c'est un homme de Dassault qui est toujours en poste et maire de vous savez Corbeil. que les morts font peur pendant quelques années. Ouais. Après, Bon. Alors, avant sauf le père Assad, qui à ce jour personne, le père du président Bachar, qui à ce jour en Syrie, personne n'ose arriver à sa tombe pour faire du mal. Le fils, à mon avis, doit bien veiller à ça. je vous propose de nous rendre aux États-Unis. Je sais pas si l'un de vous parle bien l'anglais. Parle anglais, oui, bien, je sais pas. Bon, alors vous allez traduire les propos. Ah non, ça c'est plus difficile. Ah bah, alors on va écouter et puis vous nous traduirez comme ça en grande ligne ce qu'a dit Donald Trump. Voilà, le président des États-Unis. En gros, mais j'ai la traduction en langue. Bah alors, on écoute la version anglaise parce que franchement, elle est intéressante à écouter. Donald Trump qui, une nouvelle fois, envoie une énième humiliation envers les Saoudiens. Écoutez plutôt. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. And Japan is going to also contribute. You know, Japan, we protect Japan. They pay us a small percentage. We protect South Korea. They pay us. And by the way, we're doing great on North Korea, but South Korea, they got to reimburse us. They got to reimburse us. Donald Trump, donc, qui parle aux Saoudiens. Vous ne teneriez pas 2 semaines sans nous. Les Saoudiens sont sous contrôle total des États-Unis. A-t-il raison, Donald Trump, Tarek? Bah, vous me demandez de traduire. D'abord, je traduis, cher Christophe. Alors, d'abord, c'est un discours public. C'est pas un discours qu'il dit Ah oui, c'est public, on entend le public derrière d'ailleurs. Voilà, c'est pas un discours qu'il fait dans une chambre fermée avec ses conseillers. Alors il dit en clair, j'aime le roi. Ouais. Le roi Salman. J'aime le roi Salman. Je lui dis, roi, je t'aime, mais tu dois payer. Oui. Tu sais que sans nous, ton régime, ton pays ne tiendra pas plus de 15 jours. Donc tu dois payer. Ça, c'est la version d'aujourd'hui. La première version, en fait, et la plus importante, c'est celle de la campagne électorale. C'était plus tranchant. Absolument. C'était plus direct encore. Voilà. C'était, quand nous allons gagner, quand je vais gagner, je vais aller voir le roi d'Arabie Saoudite et les autres, et je vais leur dire maintenant, vous payez. Et je leur explique qu'ils ont 3 trilliards de dollars, un truc comme ça, et il faudrait qu'ils nous en donnent au moins 1. C'est-à-dire, tout est chiffré. Ça, c'était la première humiliation, cher Christophe. La deuxième, c'est quand il reçoit aux États-Unis le fils du roi Salman, MBS, celui qui fait tous les coups d'État pour devenir roi à la place du roi et de son père. Et là, il sort des pancartes. Et c'est quelque chose d'extraordinairement humiliant, avec un type qui a plusieurs pancartes. Et publiquement, il dit donc à MBS, il sort la première pancarte, là je vais vous vendre, en gros, 50 avions qui vont coûter X milliards d'euros. Et il met la pancarte. Et il en sort 3. Et la troisième, c'était la plus, la bleue, la plus humiliante. Et il lui dit, voilà. Donc, j'étais mis sur cette carte, sur cette affiche en clair, cartonnée. Tout ce que tu vas payer, voilà le total, ça fait X millions de dollars, et il remet par terre. Et on voit ce qu'on appelle dans la belle langue française de Voltaire et de Molière, le mec, l'imbécile heureux, qui a un visage ouvert, les yeux ouverts, la bouche ouverte, et donc une impression d'imbécile heureux, qui ne réagit pas, qui dit pas non monsieur, on est des marchands de tapis. Il dit non, ça fait trop. Vous me demandez 500, je vous en donne 300. Mais en public, s'il avait le réflexe même pour la discussion, il dit rien. Ouais. Et donc cette énième humiliation est aussi, et c'est ma lecture personnelle, comme dit l'autre qui n'engage que moi, on voit un double message, Christophe. Parce que nous tous, on tombe sur le message, il l'humilie, il. Mais en fait, il envoie aussi un message aux Iraniens. Vous allez être surpris de dire voilà comment je me comporte avec les faibles. Vous, je peux pas. Donc on peut s'entendre. Et s'il faut s'entendre, pour moi, c'est encore mon analyse, sur le dos de ces imbéciles qui te s'en paieraient, ben il n'y a pas de problème, le chemin est ouvert. Razik, ton avis? Je vais rebondir là-dessus.
Tout d'abord, le mot, il me semble, pour qualifier la relation entre l'Arabie Saoudite et les USA, c'est une relation exceptionnelle. Ça veut dire qu'ils sortent totalement de l'ordinaire. Un peu d'histoire, parce qu'aujourd'hui on est en 2018, faut reprendre le fil à mon avis dès 1930 et avoir un petit peu à l'aune de l'esprit ce qui était l'époque du moment. Dans les années 1920-1930, la puissance régnante, la puissance centrale dans le monde et surtout dans cette partie du monde, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a des pions en Irak, a des pions en Transjordanie, occupe la Palestine mandataire, donc c'est vraiment la puissance régionale d'importance. Les États-Unis, dès ce moment-là, vont faire un pari qui est encore en cours et qui s'est révélé gagnant. La Grande-Bretagne pense, et c'est une erreur stratégique majeure, pense qu'il n'y a pas de pétrole en Arabie Saoudite, et pour elle, donc l'Arabie Saoudite, l'Arabie qui n'est pas encore saoudite, aussi pour le rappeler, qui est l'Arabie à ce moment-là, est en pleine guerre civile. On a les troupes hachémites, qui ensuite donneront les descendants en Jordanie par exemple, qui affrontent les troupes du prince du Nedjaz, qui sont la famille Saoud. À la fin de cette guerre fratricide en Arabie, l'Arabie devient saoudite. L'Arabie devient saoudite. Un des premiers actes politiques que le prince du Nedjaz, le créateur de l'Arabie Saoudite, va faire, c'est d'octroyer des concessions pétrolières aux USA. Donc ça, on est dans les années 1930. Le moment fondateur qui est aussi rentré dans la légende et qui est presque un mythe, c'est la fameuse rencontre du Quincy. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt, au sortir de la conférence de Yalta, va en Égypte, va dans un des porte-avions américains, le fameux Quincy, rencontre le roi d'Arabie Saoudite et signe un pacte. Ce pacte, il y a une partie qui relève du mythe, il y a une partie qui est réelle. En gros, pour simplifier pour nos auditeurs, le pacte octroie un monopole de fait aux concessions américaines sur le pétrole saoudien. Les États-Unis d'Amérique font de l'Arabie Saoudite un pays qui est stratégiquement protégé par les Américains et qui est même dans le cœur des intérêts américains par rapport au pétrole d'ores et déjà, et surtout les USA garantissent la stabilité et la sécurité de l'Arabie Saoudite et fait de l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, la puissance régionale et le porte-avions américain dans le secteur. C'est un bail qui a été fixé donc le 14 février, date hautement symbolique la Saint-Valentin. Donc il recoule depuis, c'était un pacte de 60 ans, renouvelé en 2005 pour 60 années encore. Donc ça c'est la réalité. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la donne a totalement changé. Pourquoi ? Parce que les États-Unis aujourd'hui ne sont plus dépendants du pétrole comme il était il y a 10 ou 15 ans. L'extraction du pétrole par des moyens non conventionnels ont fait que les États-Unis ne sont plus autant dépendants du pétrole moyen-oriental. Et surtout, Donald Trump, comme il l'avait dit durant sa campagne, commence à se rendre compte que le fait d'avoir autant privilégié cet allié saoudien a fait de cet allié saoudien un allié un peu encombrant. Et donc aujourd'hui, oui, il est en train de présenter la facture à MBS en me disant voilà, nous garantissons votre sécurité. Si nous étions pas là, en une semaine, un coup d'État serait fomenté et vous serez débarrassé du pays. C'est clair. Donc au bout d'un moment, la facture la douloureuse, faut la payer. En tout cas, vous êtes 90% à penser que Donald Trump, qui pour le coup est plus un homme d'affaires qu'un président sur cette histoire, en tout cas il se comporte comme tel, eh bien vous êtes 90%, aussi bien d'ailleurs sur Facebook France Maghreb 2 que sur Twitter, à penser que oui, Donald Trump a raison. J'en profite pour saluer notre ami Enver Dos Santos qui nous a fait la surprise de nous rejoindre. Salut Enver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très très bien, et vous ? Bah très très bien. Alors on parle évidemment des Saoudiens avec cette petite leçon d'histoire. Quelques mots de complément. Oh, absolument. Alors, d'abord, comment s'appelle la grosse compagnie de pétrole de l'Arabie Saoudite ? Tout est dans le nom. Aramco. Aramco, en fait, c'est arabe, soi-disant, mais c'est arabe américain. Et ça, c'est la compagnie nationale saoudienne qui gère tout ça. La deuxième chose, moi j'ai un article en cours d'écriture qui va s'appeler l'Adim el-Jizya à l'envers, le mercenariat à l'endroit. Alors, c'est quoi la jizya ? Et j'en profite parce que beaucoup de gens ignorent la définition de jizya, qui va donner le premier, je vous l'avoue. Voilà, qui va donner la dimitude. C'est que dans la jurisprudence religieuse musulmane, les musulmans payent la zakat et font la guerre pour sauvegarder le pays. C'est la souveraineté nationale. Elle se définit par les impôts, qui est la zakat, et par la participation à l'armée.
Mais quand vous êtes dans cette jurisprudence musulmane et que vous n'êtes pas de confession musulmane, vous payez ce qu'on appelle la dîme al-jizya, interprétée par beaucoup d'occidentaux de mauvaise foi comme un impôt pour ne pas être musulman. Alors que c'est pas un impôt pour ne pas être musulman, c'est un impôt parce qu'on paye pas l'impôt musulman, qui est la zakat, et c'est un impôt parce que on est autorisé à ne pas participer à la guerre et à défendre le pays. Donc la compensation. Et aujourd'hui, donc cher Christophe, vous avez j'allais dire Macron, pas encore, on verra dans 30 ans. Vous avez les Américains qui font payer cette dîme aux musulmans. Ils inversent l'histoire, mais les Américains sont connus depuis toujours, depuis leur création il y a 2 siècles, par être de mercenaires, puisque quand quelqu'un s'enfuit ou je sais pas quoi, on dit il faut l'attraper mort ou vif, que vous soyez policier, militaire ou simple citoyen. Donc on vous paye pour protéger. Et donc c'est cette vision du monde aujourd'hui qui est inversée. Monsieur Trump, et là je dis monsieur exprès, en fait, dites tout ce que vous avez dit hier à la radio, cher Christophe, dites tout ce que tous les diplomates disent tout bas. C'est-à-dire que quand les anciens présidents américains allaient en Arabie Saoudite, ils leur disaient exactement la même chose. Mais dans une chambre fermée, dans laquelle il y a le roi et son conseiller, et éventuellement son traducteur, parce qu'ils ne parlent pas tous anglais, et le président américain dit, vous savez bien qu'on vous défend. Donc, il faut nous hésiter. La force de Trump, c'est qu'il fait de la rupture psychanalytique à la Freud et que ce qui était caché dans l'inconscient est aujourd'hui sur la table. La deuxième chose, c'est que M. Trump, quand il va en Arabie Saoudite la première fois et qu'on lui donne tant et tant d'argent et on amène tous les présidents, il dit une phrase terrible au roi actuel et à son fils. Le principe est simple. Tu me donnes, je te donne. Toi, tu veux devenir roi à la place de ton père. Je vais faire de toi le roi à la place de ton père. Par contre, ce que tu vas me donner, c'est que tu vas retirer la carte palestinienne pour soutenir tout ce que je fais pour les Israéliens. Et donc ça, c'est la troisième et la dernière. Alors c'était la guerre civile. En Arabie Saoudite, c'était un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est vraiment pour le résumer. Oui, c'est voilà, 15 ans d'hier résumé en 1 minute. Non, c'est avant. C'est-à-dire que le fondateur de l'Arabie Saoudite, qui va donner son nom, va faire la guerre. En gros, je veux dire, les Turcs, les Wahhabites, la mouvance, a eu deux royaumes, et c'est le troisième qui a réussi. C'est le troisième qui a réussi. Voilà. Si vous permettez, on va pas faire trop d'histoire parce qu'il faut qu'on aille vite. Pour qu'ils en comprennent. Non, mais bien sûr. Mais les éléments et donc, la troisième guerre a commencé en 1920 et s'est terminée en 1935, quelque chose comme ça. Il y a eu déjà, à l'époque, 500 000 morts, tous saoudiens, tués par le grand-père de tous ces rois d'aujourd'hui. Faut aussi le savoir. Bon. Si je peux juste abonder dans le sens si on a encore un peu de temps. Oui, rapidement. En fait, pour vraiment repréciser le caractère exceptionnel de la relation saoudienne-américaine, Obama, par exemple, le président Obama, sa première interview à l'étranger a été donnée sur le média d'Arabie Saoudite. Sa première interview à l'étranger. Aujourd'hui encore, Donald Trump, sa première visite à un chef d'État étranger a été faite en Arabie Saoudite. Encore plus, on a rarement l'occasion de voir un président ou une personne destinée à officier au destiné de son pays aller en visite d'État de 2 à 3 semaines. Ce qui s'est passé à MBS est parti plus de 2 semaines en voyage d'État aux USA. On est vraiment dans l'exceptionnel. La seule relation qui peut être comparable à titre de comparaison, c'est la relation avec Israël et les États-Unis. Vraiment, dans la région, il faut bien avoir ça à l'aune et à l'esprit. Et c'est là aussi ma conclusion, c'est que l'Arabie Saoudite et l'Israël sont les alliés indéfectibles du système américain. Aujourd'hui, Donald Trump a tapé sur l'élève qui était l'Arabie Saoudite. Demain, j'attendrai de voir si Donald Trump va taper aussi sur Israël, car ce sont des alliés à qui il donne beaucoup, pour qu'il se mouille et au final ça il a pas un peu commencé justement dans son pour ce qui est d'Israël en tout cas, dans son envie d'attaquer l'Iran, mais de faire le sale boulot par d'autres. Les Américains ont l'air de lui dire vous débrouillez en fait. Absolument. Et c'est ce qui est un peu déroutant avec ce président. On n'a pas l'habitude, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Voilà. C'est très déroutant. On a l'habitude des politiques qui noient le poisson. C'est un peu comme Macron d'ailleurs en France, non? Faut le dire. On est perturbé. On a des politiques qui disent la vérité et qui font ce qu'ils disent. Voilà. Et ça perturbe. C'est perturbant. On n'est pas habitué à ça. 2 derniers éléments. L'Arabie Saoudite ne se tait que quand elle se fait engueuler par les États-Unis. Parce que quand le Canada fait la moindre petite critique, elle a sa volée de bois vert. Et dernière chose, hommage
à ce journaliste saoudien. Ah oui, il faut qu'on en Disparu. parle parce que Ouais, voilà. c'est absolument Je incroyable viens. ce qui se passe. Je viens et apparemment c'est un journaliste saoudien et aujourd'hui En Turquie, hein, en précisons. Turquie, chose extraordinaire, aujourd'hui le Washington Post a publié son journal quotidien avec une partie en blanc en écrivant c'est l'édito de un tel que nous n'avons pas reçu. Et donc ça va faire trace dans l'histoire de la presse. On précise, Tarek, que ce journaliste, Oui, que cet homme donc qui a été enlevé Khashoggi. visiblement, est un journaliste du Washington Post. Non, c'est un journaliste saoudien. Oui, journaliste Qui- saoudien qui travaille pour le Washington Post. Maintenant, parce Qui- qu'avant voilà. il travaillait pour toutes les journaux. C'est pour ça que le Arabie Washington Saoudite. Post appelait la page blanche pour Ouais. dire voilà, on n'a pas effectivement c'est le. extraordinaire, ça va rester Ouais. une page blanche dans un Il journal. n'y a toujours pas de nouvelles, hein. Ah ouais, toujours pas de nouvelles. Alors deux versions que nous donne notre ami Soufiane. La première, c'est qu'il aurait été en fait exfiltré dès qu'il est rentré. Ouais. Et les Turcs n'ont rien vu venir et que les Turcs sont aujourd'hui emmerdés et négocient avec l'Arabie Saoudite son retour pour dire qu'il a été gardé pendant 4 jours, une semaine, 15 jours là et que Ben Salman dit je m'en fous des conséquences, il nous a trop emmerdés, il est sous la main, il restera là. Voilà. Enver, peut-être un dernier mot là-dessus sur Donald Trump et sur cette énième humiliation, j'ai envie de dire, envers le roi Salman en disant vous ne tiendrez pas 2 semaines sans nous et que les Saoudiens sont à la solde totale des États-Unis. Eh bien, à vrai dire, c'est un constat qu'on a fait depuis longtemps, que justement Donald Trump est quelqu'un qui dit effectivement ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il dit. Et là, je suis plus autant qu'élève, parce que c'est vrai que j'en apprends beaucoup, parce que je ne savais pas tout ça justement sur l'histoire de l'Arabie Saoudite, et ça ne fait que confirmer justement ce que l'on voit chaque jour et ce qui, je pense, va arriver dans les prochaines années. Ouais. Parce que je pense qu'il va se représenter et qu'il va être réélu. On va attendre peut-être les élections de mi-mandat là qui vont pas tarder d'arriver. Mi-novembre. Exactement. Oui, et ça va être important aussi d'observer parce que quand même les républicains on prédit, si je dis pas de bêtises, Razik, une petite tollée pour les républicains, non? Oui, après c'est souvent le cas. Les élections de mi-mandat sont très souvent perdues par le président au pouvoir. Il se refait la coupe et souvent deux Est-ce ans qu'on peut après, dire c'est qu'économiquement, depuis que Trump est arrivé, les États-unis vont beaucoup mieux? Ah oui, objectivement, Sur c'est le une plan réalité. économique, oui. Sur le Oui, plan c'est une économique. réalité. Et c'est en ça d'ailleurs que Donald Trump est un homme d'affaires et que pour le coup il fait bien le boulot. Après, les présidents sont vraiment devenus aussi, c'est ce qu'il faut avoir à l'œil et à l'esprit, sont aussi devenus des VRP quelque part. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui est mangé par le haut par des institutions transnationales. Je pense à l'Union européenne, à l'ONU, à l'OTAN, à toutes ces institutions qui le pouvoir aussi mangé par le bas par la société civile. Donc au final, il reste très peu de marge aux manœuvres au président et ces marges de manœuvre sont surtout économiques. Donald Trump, aujourd'hui, les USA ont un taux de chômage, il me semble, de 3%. C'est un chômage frictionnel, c'est donc le plein emploi. Ils ont des capacités financières. Ils sont en train de rétablir leur balance commerciale. Enfin oui, clairement, c'est un très bon VRP au-delà d'être un bon président. Bon, alors vous l'avez compris. Et ils ont signé donc des contrats pour des années et des années. Ouais, Ah, oui. vous l'avez compris, vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans une émission qui ne ressemble vraiment pas aux autres LGF parce que nous, quand on rentre dans les détails, on fait pas semblant. N'est-ce pas, Mohamed? Bonsoir. On n'arrête pas d'aller acheter les livres. C'est un résumé. Bonsoir, Mohamed. Par rapport à ce que vous avez dit sur le lien entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, alors je rebondis sur ce qu'avait dit Monsieur Tarek Mami il y a sur une autre émission concernant l'Arabie Saoudite. Moi, ce qui me stupéfait, c'est que la communauté musulmane continue à aller au pèlerinage. Vous voulez faire de la provoque, Mohamed, hein? Le bon sens voudrait, compte tenu de ce qui est en train de se passer, c'est de ne pas partir, simplement pour ne pas cautionner un certain nombre de prises de position de cette monarchie qui est finalement à la main des États-Unis, qui est sa marionnette, et qui n'agit que lorsque le maître lui demande d'agir. Ça, c'est le premier point. Donc, assez stupéfait du manque de réactivité de la part de la communauté musulmane, comme si une espèce de malédiction allait lui tomber dessus si elle ne faisait, si elle n'allait pas, ou si elle boycottait le pèlerinage. Et loin de moi toute polémique, concernant l'aspect religieux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point concernant Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait le job. Il a été élu sur une ligne qui est plutôt populiste. Il a été élu par rapport à la frange, on va dire, pour être un petit peu caricatural, redneck, les blancs un petit peu déclassés, qui travaillaient dans la métallurgie, etc.
et il fait le job. L'économie revient, etc. Et même en ce qui concerne Jérusalem, quand il déclare Jérusalem capitale de l'État d'Israël, ou quand en tout cas que son ambassade, en fait, il la ramène à Jérusalem. Ouais. C'est un acte de politique intérieure. Les gens regardent cela comme étant un président qui fait il fait exclusivement, on va dire, ou globalement de la politique intérieure. Et c'est un très bon politicien. Il faut reconnaître que c'est celui, en fait, qui a reconnu aussi Mohamed Ali, ouais. qui a réhabilité Mohamed Ali, et un autre boxeur afro-américain. Donc finalement, Mohamed, qui n'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Oui, Mohamed, finalement, et merci en tout cas pour votre intervention, il est en train de révéler le réel visage des États-Unis, Donald Trump, aujourd'hui, n'est-ce pas? Des politiques en général, de tous les impérialistes. Sofiane Nagdari est avec nous. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut Tarek, salut Razik, salut Anzer, salut tout le monde. Salut. Et comme tu imagines, quand on parle de l'Arabie Saoudite, je suis obligé d'intervenir. Ah oui. pour aller dans le sens ce qui a été dit et en même temps apporter quelques autres informations parce que on peut pas parler de l'accord entre l'Arabie Saoudite ou l'accord de Roosevelt il faut revenir à l'accord de la sortie des États-Unis des accords de Bretton Woods où ils ont indexé le pétrole avec le dollar américain et plus avec l'or. Et du coup, aujourd'hui, ce que essaye de faire Donald Trump, c'est de menacer l'Arabie Saoudite de ne pas lâcher le dollar dans ses exportations, parce qu'il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est le premier pays exportateur de pétrole, 10 millions de barils. Et avec la guerre commerciale qu'a enclenché aujourd'hui Donald Trump à l'encontre de beaucoup de pays, la Russie, la Chine, il vient de sanctionner, d'augmenter les taxes à plus de 200 milliards. La guerre la guerre commerciale avec l'Union européenne. Beaucoup de pays maintenant commencent à s'unir afin de mettre fin à la domination du dollar sur les échanges internationaux. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis, avec ces échanges, ils ont la loi d'extraterritorialité qui impose des sanctions économiques à tout pays qui commerce avec du dollar. Et là, aujourd'hui, la Chine est en train de faire des pressions énormes sur l'Arabie Saoudite afin de importer son pétrole avec du yuan. Et à partir de janvier 2019, la Chine a comme politique en vérité de changer le pétrodollar en pétro-yuan. Et ces menaces aujourd'hui de Donald Trump à l'égard de l'Arabie Saoudite, c'est en quelque sorte, vu qu'on vous protège, attention de nous lâcher le pétrole, parce que si l'Arabie Saoudite commence à exporter avec le yuan et non plus avec le dollar, eh ben bonjour, la fin de la domination depuis la Seconde Guerre mondiale des États-Unis commencera à s'effriter en quelque sorte. Et quand on sait que les États-Unis aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule politique, à savoir la guerre. On se souvient très bien de la guerre à l'Irak en 2003, lorsque Saddam Hussein a voulu exporter son pétrole, les 5 millions de barils avec de l'euro, où il a fini. Ou bien Muammar Kadhafi dernièrement, lorsqu'il voulait créer le dinar or dans ses exportations pétrolières et gazières. Pour dire qu'aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping n'est plus, c'est pas Saddam, et Vladimir Poutine n'est pas Kadhafi. Pour dire que là, les États-Unis, on risque à partir de la mi-novembre, comme tu as dit Christophe, sur les élections de mi-mandat et surtout le début des sanctions à l'égard de l'Iran. Ah oui, le 7 novembre. 4 ou 7 4. Le 4 novembre et le 5 novembre, ça sera mis en exécution d'arrêter les exportations pétrolières de l'Iran. Et comme on sait, 18 millions de barils sont exportés à partir du détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, les Iraniens disent que si on a des sanctions, aucun baril, aucun navire pétrolier ne pourra franchir le détroit d'Ormuz. Et surtout Bab el-Mandeb, l'autre détroit qui est au sud du Yémen pour aller vers la mer Rouge et la Méditerranée, qui est entre les mains aujourd'hui des Houthis dans la base de l'Hudaïda. Pour dire qu'aujourd'hui, d'ici la fin d'année, on a commencé à avoir une guerre financière où on utilise d'autres termes afin de ne pas expliquer aux auditeurs, aux téléspectateurs des télé mainstream aujourd'hui. Merci Sofiane pour... Et juste une rapidement. sur Khajarji. Khajarji, c'est le journaliste saoudien. Pourquoi il a été enlevé? Khajarji, c'est l'ancien conseiller de Turk el-Faisal. Conseiller Turk el-Faisal, le chef des services secrets saoudiens. C'est-à-dire c'est un homme qui est hyper bien informé, qui a levé par ses écrits des critiques féroces à l'égard de Mohammed Ben Salman. Et aujourd'hui, il y a un journaliste français qui est très connu, Georges Malbruno, qui parle que beaucoup d'ambassades, beaucoup de diplomates
vraiment sonne l'alerte générale afin que MBS, la chute de MBS, elle est inéluctable. C'est juste une question de temps. Merci Sofiane. Voilà pour ce complément d'information. Tarek, rapidement, parce qu'on a la pub. On peut toujours y rajouter deux choses. La première, c'est près du micro par contre. C'est pratique pour la radio. Oui. Vous avez deux choses. Donc la première, c'est le conseiller de sécurité américain Brzezinski, que tout le monde connaît, le fameux qui a écrit l'avenir de l'Empire américain. Quelques semaines avant sa mort, a publié un petit article de 4 pages. Tout petit, qui dit, en fait, j'avais prévu que l'Amérique soit l'empire du monde. Elle ne l'est plus, elle peut pas l'être, elle ne l'aura jamais été. Il lui reste un pion à tenir sur le dollar. Le jour où elle perdra le dollar, l'empire c'est terminé. Dans un instant, les gars, on va changer complètement, mais littéralement de sujet. On va parler radio numérique terrestre. Est-ce que vous savez ce que c'est, les gars? On attend de savoir. Bon, eh bien, on va en parler avec le conseiller du CSA chargé de la radio, monsieur Nicolas Curien, qui a interrogé Tarek Mami. Soyez là parce que vous allez en entendre parler de la radio numérique terrestre. Vous savez pas encore ce que c'est? Eh bien, réponse dans un instant sur France Maghreb 2. Évidemment, toujours précurseur en matière de vous informer avant les autres. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ah, j'aime bien les discussions aussi en antenne du LGF, c'est pas mal. Hein. Ça s'instruit beaucoup. Tarek Mami qui est avec nous, Razik Petish et Enver de Santos sont de la partie dans un instant. On va accueillir notre invité, monsieur Nicolas Curien, pour parler radio numérique terrestre, DAB+, avec donc ce chargé du CSA, conseiller du CSA chargé de la radio, monsieur Nicolas Curien, qui sera avec nous dans quelques minutes. Mais juste auparavant, messieurs, c'est à peu près à la même période chaque année, c'est... Le comité norvégien du prix Nobel a décidé d'octroyer le prix Nobel de la paix 2018 à Denis Mukwege et à Nadia Mourad pour leurs efforts mis en œuvre pour mettre fin aux violences sexuelles comme armes de guerre et des conflits armés. Les deux lauréats ont apporté une contribution cruciale pour attirer l'attention sur ces crimes de guerre et pour qu'ils soient combattus. Voilà, c'est aujourd'hui, messieurs. Très attendu tous les ans. Oui. C'était donc tout à l'heure à Stockholm une annonce du prix Nobel de la paix 2018. Le comité Nobel a décidé cette année donc d'honorer 2 grandes figures de la lutte contre les violences sexuelles. Non, un homme et une femme. Faites aux femmes. Des violences souvent utilisées comme armes de guerre dans les conflits. Il s'agit donc du gynécologue congolais Denis Mukwege et de la jeune Yézidi victime de Daesh, Nadia Mourad. C'est donc un double prix très symbolique pour la cause des femmes qui a été annoncé ce matin. Petite réaction, messieurs. Oui, bravo pour une fois aux organisateurs du prix Nobel de la paix. Juste rappelons qu'ils ont primé Barack Obama, qu'ils ont primé Aung San Suu Kyi. Le jour de son institution. Oui. Il n'a pas encore bougé. Il avait absolument juste sur l'image et qu'ils avaient primé l'Union européenne, donc ils s'étaient passés. Et en 89, c'était le Dalai Lama. Voilà, ils s'étaient passés totalement au travers sur certaines périodes. Aujourd'hui, le fait de primer ces deux personnes qui avaient chevillé au corps les combats faits aux femmes et le fait que les femmes soient les premières violées, les premières victimes dans les zones de guerre, c'est bien qu'ils soient primés et c'est bien que à l'aune de l'actualité, ce fait qui est que pendant les guerres, souvent on tue les hommes et on viole les femmes, c'est une réalité. Tremblement de terre de depuis les Romains. À l'instant. Il y a eu quand même une belle escroquerie dans ce prix Nobel, c'est le Aung San Suu Kyi. Ah oui, faut qu'elle le rende. Ah ouais. Faut qu'elle le rende et voilà. Et enfin. Il y a le président israélien aussi. Hein. Oui, absolument. Il faudra avoir des pétitions pour que ces personnes-là. Il y a eu pas mal d'escroqueries finalement. Hein. Oui, de plus en plus. Le prix Nobel en soi est devenu, une escroquerie. Et si on regarde bien, ça sent la grippe, Tarek, faites gaffe. Je dis honte. Ah oui, il y a l'hiver qui arrive, donc faut que je reprenne. Il faut se couvrir, le froid c'est mal. Non, vous inquiétez pas. Mais honte aux médias, à part justement France Maghreb 2, parce que la réalité c'est qu'on parle effectivement à chaque fois de Barack Obama va avoir un prix Nobel ou telle personne super célèbre va avoir un prix Nobel. Mais là, c'est 2 personnes qui sont dans un vrai combat. Totalement. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas, il n'y a pas de mise en avant. Donc, honte aux attributions du prix Nobel depuis de nombreuses années et honte aux médias qui justement font le blanc sur ce genre de mise en lumière. Bon, je rappelle aussi, il a eu il y a quelques années ce prix. Absolument. Alors avec en 2011, non?
2012 ou 13, 2-3 ans après, pour la Troïka, non pas qui était au pouvoir, mais la Troïka qui a négocié. Je demande à nos collaborateurs de nous chercher la date, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Ça va arriver. Abdeslam, il écoute, il va nous envoyer ça. Monde, là, y a Abdeslam, tu nous écoutes, un petit SMS pour nous rappeler la date de prix Nobel de la paix de la Tunisie. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en clair, les citoyens, au bout de quelques années, ils ont l'impression que un tel a bien mérité ce prix Nobel de la paix, mais qu'il y a des erreurs de casting peut-être une fois tous les 3 ans. Alors, est-ce que c'est des erreurs volontaires ou des erreurs involontaires? Ça, on ne sait pas. Mais c'est une belle chose que ce soit les femmes qui soient donc 2015. Oui, voilà. 2015 Tunisie, Christophe. 2015. Voilà. Ah ouais, ils sont rapides. Ouais, c'est après l'élection du président actuel et la nouvelle constitution. Et c'est pour ça, c'est surtout pour la constitution. Et donc, c'est une bonne chose que cette question de femmes, je veux dire, autant la question de la parité, je l'ai dit aujourd'hui dans une réunion où tout le monde voulait donner des leçons de parité pour tous les hommes, pour tout le monde. On était en clair sur 12 personnes, 4 hommes, 8 femmes, et il y en a une qui prend la parole pour expliquer comment il faut faire. Bon, alors, quand c'est dans des pays dans lesquels la bataille vaut la peine, donc ça veut dire la Tunisie, l'Irak, l'Irakienne qui a été tuée il y a quelques jours, on aime ou on n'aime pas son style de vie, les guerres civiles en Afrique, oui, mais quand c'est des chefs d'État, il devrait être interdit de donner des prix Nobel de la paix à des chefs d'État. L'heure de recevoir notre invité, mon cher Tarek Mami, je vous laisse l'accueillir. Monsieur Nicolas Curien, bonjour. Vous êtes conseiller CSA, chargé de la radio. Oui. Alors, une bonne nouvelle vient de tomber ce matin. Le CSA a publié la liste des radios qui déposent des candidatures pour parler langage radiophonique pour nos auditeurs. Et dans cette liste apparaît pour la première fois depuis de longues années la candidature, donc la demande d'autorisation de radio en radio numérique DAB+ en France du groupe Énergie qui boudait jusque-là cette nouvelle technologie. Quelle a été votre réaction quand vous avez eu donc cette information que Énergie dépose des candidatures? Eh ben, j'en ai été extrêmement satisfait. Pour moi, la surprise a été un peu moindre puisque j'avais eu l'occasion de discuter avec les dirigeants du groupe Énergie et que je sentais bien leur intérêt croissant pour le DAB+. Donc, excellente nouvelle pour les villes de Bordeaux et Toulouse. Et puis, vraisemblablement, l'essai sera transformé avec les réponses du groupe Énergie aux appels à candidature multivilles sur 15 zones et aussi l'appel métropolitain que nous avons lancé au mois de juillet dernier et dont la date limite de dépôt des candidatures est prévue courant novembre. Donc si l'engagement du groupe Énergie se confirme, c'est vraiment une grande nouvelle. C'est la première fois effectivement qu'un groupe de radio nationale avec plusieurs services de radio s'engage dans le projet DAB+. Donc ça c'est formidable et on peut espérer que ça va déclencher aussi l'intérêt d'autres grandes radios nationales, notamment les radios généralistes. Auditeur de la radio, le DAB+ ou la radio numérique va être pour la radio ce que la TNT a été pour la télévision ancienne que tout le monde a oublié, oui. C'est-à-dire une arrivée de plus de nouveaux programmes oui. Sur des zones, sur les grandes villes en France, alors que vous avez aussi à ça une pénurie de fréquences FM. Et quand vous lancez, par exemple, sur Montpellier une fréquence de libre, vous avez 56 candidats parce que oui. Tout le monde veut avoir cette fréquence. Voilà. Alors effectivement, les fréquences en FM sont de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à trouver. Et la chance qu'on a, c'est qu'on peut déployer cette nouvelle technologie numérique, le DAB+, sans éteindre, du moins sans éteindre à court terme, la FM. Donc contrairement à la télévision numérique terrestre qui a remplacé la télévision analogique, la technologie DAB+ vient pour le moment en complément de la FM et donne un formidable ballon d'oxygène aux radios qui ne peuvent plus se développer en FM. On parlait tout à l'heure des grandes radios, mais le DAB+, il a besoin de toutes les radios, les petites, les moyennes et les grandes, et on sait que les petites et les moyennes ont été enthousiastes dès le départ pour le projet DAB+, parce qu'elles savaient bien que pour étendre leur couverture géographique, ça ne serait plus possible en FM compte tenu de la rareté du spectre et ça serait uniquement possible en adoptant cette nouvelle technologie. Donc là, on est très satisfait puisque
on aura dans le paysage de la radio numérique à la fois des petites et moyennes radios d'un côté et des grandes radios, puisque Énergie préfigure l'élan dont je ne doute pas, dont vont faire preuve les autres grandes radios nationales et généralistes, je l'espère, et aussi le service public, je l'espère également. Monsieur Curien, donc vous êtes conseiller CSA chargé de la radio depuis 2 ans en gros, et vous avez fait un travail à la fois pédagogique et technologique auprès des différentes radios et des différents éditeurs. Quel est votre sentiment, à quel moment il y a quelque chose qui s'est enclenché pour que ce groupe Énergie, en attendant d'autres, vienne à votre logique technologique? C'est compliqué pour les auditeurs, oui. Mais vous avez un plan qui s'appelle les arcs et les nœuds, mais oui. On va pas faire technique pour les auditeurs, mais non. Quel est l'élément déclencheur pour vous? L'élément déclencheur, je pense que au cours de l'année dernière, en 2017, on a réussi à inverser les anticipations. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, les acteurs du secteur avaient l'impression que la radio numérique, c'était un peu un serpent de mer, qu'on en parlait depuis 15 ou 20 ans, oui. Que les premières réalisations à Paris, Nice, Marseille avaient eu un succès mitigé et que donc ça pouvait ne jamais se développer. En 2017, on a infléchi la trajectoire qu'on avait initialement prévue. Initialement, on avait prévu de déployer assez lentement, en 6 ans, à la fois dans les zones denses et dans les zones pas denses. Et quand je suis arrivé à la tête du groupe radio, il m'a semblé que cette stratégie n'était pas viable. D'une part parce qu'elle était trop longue, et d'autre part parce qu'il n'y avait pas assez de viabilité économique dans les zones pas denses pour les opérateurs. Et donc, l'inflexion du plan, le fameux plan des nœuds et des arcs dont vous parlez, ça a été dans un premier temps de se concentrer sur les zones denses, c'est-à-dire sur la quarantaine de grandes métropoles de plus de 175 000 habitants, et sur les routes et les autoroutes qui relient ces villes entre elles. Ça fait 70% de la population, et ça, au lieu de le faire en 6 ans, on le fait en 3 ans. Ah oui. Bon, donc on a à la fois, si vous voulez, changé de braquet dans le temps et dans l'espace. On fait une première réalisation sur 70% de la population en 3 ans, au lieu d'un plan complet en 6 ans, mais qui n'aurait pas abouti, à mon avis. Et puis, d'autre part, on se concentre sur les zones les plus denses dans un premier temps, mais après les 3 ans, c'est-à-dire après la fin 2020, on densifiera, c'est-à-dire on ira dans les zones moins rentables, dans les campagnes, et à ce moment-là, on réussira, une fois que le premier train sera arrivé, on pourra faire monter dans un deuxième train les petites radios locales. Les petites radios locales, elles n'ont pas aujourd'hui les reins assez solides financièrement pour pouvoir se permettre d'investir dans le DAB+, alors qu'il va falloir quand même attendre encore un certain temps avant que la population s'équipe de récepteurs contenant la puce DAB et que les réseaux se déploient. Tandis que dans 3 ans, quand on aura déployé un réseau qui couvrira 70% de la population, eh ben le DAB+ deviendra un must, si je peux dire, et les petites radios pourront se lancer de façon plus sereine. Monsieur Nicolas Curien, donc cette technologie qui est en train d'arriver aujourd'hui en France avec un peu de retard par rapport à d'autres pays européens, surtout nordiques, Angleterre et aujourd'hui en Allemagne, va permettre de rajouter du pluralisme, de la diversité des opinions à la fois, du musique et des programmes, et donc va un peu plus remplir le cahier de charge du CSA et de la loi de 1986 sur la liberté de communication telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Absolument, oui, ça ne peut être que favorable au pluralisme. Bien sûr, on retrouvera pour beaucoup des radios qui sont déjà présentes en FM et qui préparent la transition vers le numérique. Mais d'abord, ces radios pourront aller avec les services qu'elles exploitaient déjà en FM et aussi des variantes de ces services ou d'autres services nouveaux. Et puis des nouveaux projets, des nouveaux entrants peuvent parfaitement aussi apparaître. Donc effectivement, ça va renforcer la diversité et le pluralisme. Alors, c'est très important de développer ce projet numérique parce que à très long terme, dans un monde tout typé, la radio a besoin de garder un pied hertzien, un pied broadcast, comme disent les anglo-saxons, un pied radiodiffusion. Elle peut pas être complètement entre les mains des opérateurs télécoms sur l'IP. Donc c'est très important que la radio garde sa composante diffusion
Et finalement, qu'est-ce que c'est que le DAB+? C'est la FM numérique, c'est la FM moderne, c'est de la diffusion comme la FM, mais en numérique, et donc compatible avec le futur monde numérique que tout le monde pressent. Alors, l'avantage qu'elle a, cette radio numérique en plus, c'est qu'elle va continuer à garder l'anonymat de l'auditeur, oui, la gratuité de la réception, contrairement à ces autres technologies aujourd'hui IP. Absolument. Et donc, absolument, on a tous les avantages de la radiodiffusion et le numérique en plus. Et le numérique, ça apporte à la fois un son de meilleure qualité, oui, et puis aussi des services associés, enrichis, par rapport au simple défilé du nom de la radio, du morceau de musique que vous voyez s'afficher aujourd'hui sur l'autoradio. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations complémentaires accessibles puisque c'est une radio numérique, c'est une radio aussi avec un écran. Et vous savez que l'écoute de la radio se fait de plus en plus en mobilité, tout à fait, que la voiture est de plus en plus autonome, et par conséquent, l'écran va devenir important dans une voiture. Monsieur Nicolas Quirien, donc conseiller CSA chargé de la radio. En fait, il y a quelque chose qui bouge avec le nouveau projet de la refonte de la loi de 1986 oui, sur la liberté de communication qui donne donc ses pouvoirs au CSA. Et le CSA, dans ce cadre, a présenté une vingtaine oui, de propositions dans une grande conférence de presse il y a une dizaine de jours. À France Maghreb 2, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le monde de la radio que la télévision ou que le reste. Et oui, vous avez vous-même, en tant que CSA, anticipé en quelque sorte en proposant de développer cette radio numérique pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc, pourquoi cette conférence de presse et pourquoi ces propositions? Est-ce que le CSA est là pour appliquer ce que le législateur vote, ou est-ce qu'il est là aussi pour proposer des choses concrètes aux législateurs? Eh bien, dans le contexte que vous connaissez de préparation d'une grande loi audiovisuelle en 2019, il nous paraissait intéressant, mais même indispensable, à nous, CSA, de ne pas rester en marge, d'être proactifs et de faire des propositions. Donc, en quelque sorte, nous avons tiré les premiers, un mois environ avant la présentation du rapport parlementaire d'Aurore Berger, qui a été présenté hier. Oui. Alors nous avons fait 20 propositions, elle a fait 40 propositions, et si vous les avez comparées, vous verrez qu'elles sont très convergentes. Oui. Il y a, je crois que la proposition numéro 31 de Madame Berger porte justement sur le déploiement du DAB+, auquel exact, elle croit beaucoup, et nous, une de nos propositions était évidemment de poursuivre notre action, notre plan des nœuds et des arcs. Les nœuds, c'est les grandes agglos, les arcs, c'est les grandes routes, pour le déploiement du DAB+. Donc de ce point de vue, il y a une parfaite convergence. On appelait, nous, en ce qui concerne la radio, à une simplification du système des quotas, qui est horriblement compliqué. Ah, il a été les propositions Berger vont dans ce sens également. C'est la proposition 32 qui suit. C'est la proposition 32 qui suit, absolument. Oui. Et puis, et alors, ça concerne pas la radio, mais pour la télévision, c'est aussi important de moderniser la plateforme de télévision numérique terrestre, et on retrouve cette proposition à la fois dans notre rapport et dans celui d'Aurore Berger. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Nicolas Quirien, que nous sommes là, pour la fin de cette année 2018, en train de vivre l'effervescence qu'a connue M. Baudis, président de CSA, il y a une vingtaine d'années, quand il a commencé à faire bouger les lignes sur la télévision analogique, la télévision TNT, et aujourd'hui oui, la radio FM et la radio, j'allais dire DAB+. Donc oui, absolument. Ah ben, je crois que, je vous l'ai dit, 2017, c'était l'année où on a inversé les anticipations négatives pour les transformer en anticipations positives sur le déploiement du DAB+, et l'année 2018, ça va vraiment être l'année des réalisations de nos deux grands appels, appel multirégional, appel national, plus exactement métropolitain, parce que les territoires d'outre-mer, on ira, mais on ira en même temps qu'on fera la densification en métropole, c'est-à-dire après 2020. Donc pour le moment, c'est un appel métropolitain, c'est extrêmement important. On a dès aujourd'hui le signal très favorable de l'engagement du groupe Énergie sur deux appels régionaux, mais je suis certain qui vont également se porter candidats sur l'appel métropolitain et sur l'appel multirégional. Donc voilà des réalisations. Il faut absolument, c'est ça notre plan sur 3 ans,
qu'avant la fin 2020, on ait engagé la couverture de 70% de la population. Dernière question, France Maghreb 2 a toujours participé au développement Absolument. de cette technologie, le DAB. On a donc, pour les auditeurs de la radio qui nous connaissent bien, fait une première expérimentation en l'an 2000. Donc Oui. c'est vous dire, ça nous rajeunit tous dans cette bataille. Aujourd'hui, certains de mon personnel, quand j'explique le DAB+, la radio numérique et tous les développements, ils me disent psychologiquement, tant que le CSA n'a pas dit on arrête la FM en 2030, en 2035, en 2040, Oui. bon, nous on va rester sceptiques. Alors est-ce que on peut faire ça à un horizon même lointain? Est-ce que cette vision peut être une vision à française? un horizon lointain, c'est certain que la FM disparaîtra un jour, puisqu'une technologie analogique, elle ne pourra pas survivre à très long terme dans un monde tout numérique. Mais il n'y a pas urgence à le faire, et très franchement, ça serait tout à fait imprudent, casse-cou et téméraire de dire aujourd'hui on éteint la FM. Bon, il faudrait avant que le DAB+ ait vraiment démarré. Moi, je crois que d'ici 2-3 ans, on y verra plus clair. Quand on aura vraiment lancé le DAB+, à ce moment-là, on pourra peut-être faire ce qui s'est fait dans d'autres pays européens, c'est-à-dire d'annoncer une date de transition au-delà de laquelle on éteindra au moins progressivement la FM. Mais il faut comparer ce qui est comparable, hein. Les petits pays, la Norvège ou la Suède, les petits pays du Nord ou la Suisse, qui envisagent ou qui ont réalisé des bascules totales de la FM vers le DAB+, c'est pas du tout la même démographie, c'est pas du tout la même géographie. Oui. C'est des petits réseaux, donc il y a autant d'habitants en Norvège que dans l'agglomération parisienne. Donc vous voyez, c'est pas alors qu'en France, en Royaume-Uni ou en Allemagne, qui sont des pays plus comparables, le DAB+ va progresser plus régulièrement, plus continuellement sur plusieurs années avant qu'on puisse envisager un transfert total. Alors, monsieur Nicolas Curien, si vous voulez rajouter un mot à l'adresse de nos auditeurs, parce qu'ils commencent à comprendre le mot DAB+, radio numérique, Oui. pour leur dire, moi, conseiller CSA, chargé de la radio, je vous engage à y aller pour écouter votre radio préférée. Eh ben absolument. Et d'ailleurs, si vous habitez Paris, Nice ou Marseille ou Lille, maintenant, vous pouvez dès maintenant, à condition d'acheter un récepteur, et on en trouve pour quelques dizaines d'euros, recevoir la radio en DAB+. Et puis je voudrais aussi, puisque je vous ai à l'antenne, mon cher Tarek, remercier l'engagement de France Maghreb 2 depuis le début en faveur du DAB+, et pas seulement d'ailleurs de France Maghreb 2, de l'ensemble des radios, du CIRTI et du GIE des Indés radios. Oui. Toutes ces radios que j'appelle des radios moyennes, non pas du tout négativement, mais des radios avec un petit nombre de fréquences FM et qui ont l'ambition de se développer plus extensivement sur le territoire, elles ont effectivement été enthousiastes depuis le début, et c'est grâce à elles qu'on a pu porter ce mouvement qui aujourd'hui conduit aux réalisations que je vous ai indiquées. Merci, monsieur le conseiller. Je vous souhaite bon week-end. Merci à toi, Tarek. Merci. Ouais, on se tutoie, dis donc, hein. C'est bien. Hein, ça se tutoie et Une tout. phrase hein. à la fin, mais Ouais. pas pendant l'interview. C'est la règle. Bon, alors, parmi les gens sceptiques auxquels Tarek faisait référence, évidemment, c'est moi. Voilà, je l'assume totalement. Je reste cependant toujours sceptique, Alors, mais sceptique un peu aussi. plus éclairé quand même. Ah, d'accord. Mais Je un l'avoue. peu moins sceptique aussi. Un peu plus éclairé parce que, effectivement, pour moi, hein, encore une fois, je peux me tromper. Tant qu'il n'y aura pas une volonté, j'allais dire, de dire on éteint la FM à telle date, il n'y a pas de raison que les gens changent leurs habitudes d'écoute. D'autant plus que la TNT a été, j'allais dire, imposée finalement. Et Oui. les gens ont dû acheter les décodeurs, ils ont eu un laps de temps pour le faire. Oui. Et il faut que se servir de cette expérience, à mon sens, si on veut le succès de cette radio numérique terrestre. Complètement à une nuance près. Oui, je vous en prie pour la nuance. La nuance près, c'est que quand on avait la télévision analogique, on diffusait sur 2 canaux. Ouais. Un canal pour la photo, pour les images, et un canal pour le son. Ouais. Et quand on a regroupé la TNT, la double diffusion se fait sur le même canal. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait du deuxième canal? On l'a vendu à des milliards d'euros aux télécoms pour utiliser la 4G et la 5G. Et aujourd'hui, la FM, si on l'arrête, cette fréquence ne sert à rien, on peut pas la vendre aujourd'hui. Donc voilà ce qui fait que l'État a tout accéléré pour imposer la TNT, parce qu'il était bénéficiaire de l'autre côté, et il a même mis beaucoup d'argent pour inciter à la TNT. Faut lui et il trouver en a un mis, acheteur, alors. attendez, mais il en a mis tellement qu'à la fin de l'opération, il restait encore 150 millions d'euros dans la caisse. Bon. Et donc la FM n'a pas cette
cet avantage. C'est pour ça que ça tarde. Bon. Voilà, messieurs, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Pour terminer avec ce sujet, Oui. France Maghreb 2 aujourd'hui diffuse sur la RNT, sur le DAB, sur la radio numérique. Mais il faut acheter un poste, hein. Ah oui, 50 € le premier prix. Ouais. Et ce 50 € le premier prix, vous avez aussi la FM. Ouais. Ce qui fait que là où il n'y a pas de RNT, parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes, vous avez la FM. Donc Alors, vous à quelle achetez- ville, par exemple? Alors, France Maghreb 2 diffuse aujourd'hui à Nice, D'accord. en radio numérique, Nice, Oui. Marseille, Oui. Paris, Oui. Lille, Oui. Dunkerque. Oui. Et à partir du 15 novembre, elle diffusera en plus à Mulhouse, Lyon, Le Havre, Nantes et Rennes. Très bien. Ça fait une belle carte, ça. Ah ben il nous reste Si on y rajoute les fréquences FM. le plus la FM. Et puis il nous reste un petit trou du côté de Bordeaux Et Toulouse. et Toulouse. Ouais. Et donc la liste France Maghreb 2 est candidate. Là, son nom est apparu dans la liste aujourd'hui, aux côtés d'Énergie. Et si on a recueilli donc ces deux villes, on aura pratiquement eu la totalité des grandes villes de France. Bon, ben voilà, messieurs, en tout cas, ça vous a permis peut-être de comprendre davantage. Et on a été, je pense, précurseurs sur le sujet. Puisqu'on vous a Première présenté- interview du conseiller curien, puisque la liste a été publiée ce matin. Ouais, et surtout que voilà, on parle très peu de radio numérique terrestre à la radio et encore moins à la télé. Bah ici on en parle déjà parce qu'on prépare l'avenir, parce que l'avenir nous appartient. Juste Tout de suite. pour rajouter un petit mot. Ouais, mais alors j'ai la pub moi. Hein. Vas-y, D'accord, qu'est-ce que tu bon, veux? Justement, on est en 2018, il y a une Ouais. révolution des NTIC qui est en cours. La bande FM et même la radio a très peu répercuté les innovations technologiques majeures et même la nouvelle façon de communiquer, de s'informer. Oui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh oui, le grand forum avec Tarek Mami qui nous donne des leçons là sur. Pas des leçons, c'est- Christophe. non mais si. Des vous pouvez, explications. hein, vous êtes bien mieux placé que nous pour le sujet. Hein, Non, donc des voilà. explications. On écoute attentivement. Voilà. C'est pour ça qu'arrivera le jour de la radio filmée. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à une radio, je vais pas citer le nom, qui entend devenir la première radio à faire du contenu destiné à la télévision, pardon. Bah, c'est pas C'est-à-dire BFM. qu'aujourd'hui, imaginez que France Maghreb 2, Ouais. du matin au soir, vous entendiez effectivement vos émissions à la radio, mais aussi sur une autre chaîne, sur une chaîne de télé qui appartiendrait à notre groupe. Bon, pour l'instant, on n'a encore pas de chaîne de télé qui appartient au groupe France Maghreb 2. Alors, vous avez une nuance sur ça, cher Christophe, parce qu'en fait, les gens qui ont vendu cette idée à 5 ans, c'était RTL pour ne pas la nommer, c'était pour s'opposer à l'arrivée de la RNT. Aujourd'hui, la RNT, la DAP. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la DAP, cette radio télévisée va être un plus numérique à la radio numérique et non pas une radio de substitution comme c'était prévu. Bon, on file en Algérie, Pour les gars. auditeurs, oui. Ouais, on file en Algérie avec Enver de Santos, Razik Metiche, Tarek Mami, puisque le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, est décidément en guerre ouverte avec ses imams, puisque après avoir demandé aux mosquées de trouver des moyens de s'autofinancer, demander aux mosquées, donc le ministre a imposé aux imams, écoutez bien, la neutralité politique. Demander en l'occurrence de ne pas influer sur l'élection présidentielle prévue en 2019. Ah oui. Il s'est également lancé dans une chasse aux imams radicaux. Il a ainsi notamment et interdit les discours trop virulents sur les réseaux sociaux, et la sanction est rapidement tombée puisque plusieurs imams ont été suspendus après avoir, selon le ministre, prôné des discours de haine. Il s'agit, selon Aïssa, d'isoler ces prédicateurs extrémistes. Donc après la suspension d'imams, le ministre donc des Affaires religieuses explique nous leur avons interdit ces discours, enfin d'exercer parce qu'ils usaient d'un discours qui prône la haine et la division, un non-respect de la ligne imposée par l'État algérien. Mohamed Aïssa reproche à ces religieux d'être sous l'influence de prédicateurs étrangers. Il était influencé par des prédicateurs étrangers, dit-il, connus pour la violence de leurs discours. Néanmoins, les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle dans leur radicalisation, a-t-il expliqué. Pour terminer, alors il n'est pas le seul, c'est vrai, mais c'est important de voir que, en fait, ce ministre des Affaires religieuses est en train notamment et en tout premier lieu d'abord d'arrêter à ce que les imams influent dans la vie politique parce qu'il y a des élections à venir, vous n'êtes pas sans le savoir, 2019, les présidentielles, et pour lutter évidemment, alors quand il dit influence étrangère, c'est influence wahhabite notamment. Alors, petite question, est-ce que la neutralité va faire qu'en Algérie, à partir d'hier, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'année prochaine, va faire qu'on ne termine pas le prêche en demandant la bonne santé au président, comme c'est la règle depuis 14 siècles? Ah, alors ça, vous me posez une colle là. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que ne pas s'immiscer dans la politique et terminer les prêches par longue vie au président, comme ça se fait dans tous les pays musulmans, ou presque, ça pose question. Ça pose question. Mais en tout cas,
Est-ce que c'est bien vu quand même? C'est important. Oui. Voilà, de voir qu'il y a un ministre des Affaires religieuses qui vraiment prend le sujet à bras le corps et qui décide d'éradiquer, enfin d'essayer en tout cas d'éradiquer des discours, si tant est qu'il en reste, il en reste visiblement d'après le ministre, des discours radicaux donc tenus par des imams dans des mosquées algériennes. Si on veut revenir à la première partie dans laquelle on a parlé d'Arabie Saoudite. Oui. C'est quoi l'Arabie Saoudite? C'est une alliance entre le prêche religieux et l'épée et la violence physique pour contraindre les gens. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que propose Monsieur le ministre donc des Affaires religieuses de Algérie Mohamed Aïssa est une très grande avancée pour dire qu'en fait, il n'est pas dans le rôle du gouvernement, de l'État, d'utiliser la force publique pour imposer la religion. La religion est quelque chose de personnel. Et vous avez cette phrase très exactement écrite différemment dans la nouvelle constitution tunisienne de 2014 qui explique que la Tunisie est un pays dont la religion est l'islam, dans la langue est l'arabe, mais qui a un système politique civil. Et toute la bataille aujourd'hui entre Nahda et les autres partis, y compris sur les questions d'héritage, c'est sur cette interprétation. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement, qu'est-ce que c'est qu'un pays dont la Constitution parle de régime civil et donc pas de régime religieux, comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Un petit mot, Razik, oui, par exemple, là-dessus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va à l'encontre de la tradition algérienne qui unissait le rapport spirituel et le rapport politique. Je m'explique. Si on remonte par exemple, 62. Même avant, ça veut dire si on en parlera tout à l'heure. Juste 62. Juste pour continuer, si on prend par exemple le mouvement des oulémas de Ben Badis, qui a été partie prenante de la guerre et de la révolution algérienne, ça a été pour le coup, ça a été des religieux qui se sont impliqués dans la politique. Ensuite, l'État algérien, dès 1969, a intégré dans sa fonction publique les imams. C'est pour dire à quel point le rapport entre le religieux était imbriqué, entre le religieux et le politique. Et encore plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui, le ministre des Affaires religieuses nous dit que les imams vont être neutres pour les prochaines batailles. Ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'on se rappelle des précédents mandats de Bouteflika, on a demandé aux imams de faire campagne pour les mandats. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on peut voir cette demande, et c'est pas une première. Mohamed Aïssa a vraiment pris le sujet à bras le corps, ouais. et réitère et persiste et signe. Il demande une neutralité. Alors cette neutralité, à la fois, il faut la voir comme un processus de sécularisation de l'État algérien, mais aussi parce que les choses ne sont pas neutres. Il faut voir aussi que le pouvoir algérien perd la main avec ses imams et se dit que si demain ils font campagne pour la politique, ils ne feront pas campagne pour le pouvoir algérien. Ouais. Donc il y a aussi une réalité politique, même politicienne, qui est en surtout, cours. Non ? Oui, surtout, oui. Ouais. Et puis même l'été, pour poursuivre un petit peu l'actualité algérienne, j'ai pas eu la chance cet été d'aller en Algérie, mais il y a eu véritablement des batailles sur les plages algériennes. Ça veut dire où il y avait il y a eu des festivals groupes perturbés aussi. Oui, donc ça veut dire que la société algérienne est tiraillée par cette question-là, donc de vouloir séculariser, de vouloir faire la chasse à des personnes qui contreviennent à la loi et qui font des appels à la violence, absolument. Ouais. Mais il faut voir que c'est pas neutre. Si aujourd'hui l'État algérien demande aux imams de ne pas faire de politique, ils se rendent bien compte, c'est qu'ils sont en train de perdre la main. Enver, rapidement, avant d'accueillir Karim qui nous appelle de Lille. Très rapidement, moi la question que... Comment il nous écoute à Lille, Christophe? Oui, il va nous répondre. Au début d'app. Allez-y. Pas de souci. Moi, très rapidement, en fait, moi c'est une question que j'aimerais poser Moi, c'est une question que j'aimerais poser à Razik et à Tarek, justement, sur l'implication de Mohamed Hasni en tant que ministre. Aïssa, pardon. Mohamed Aïssa, justement, en tant que ministre des Affaires interreligieuses. Et on parle souvent en France, justement, de l'implication des pays étrangers dans la religion musulmane en France. De l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. Oui. Qu'en est-il, justement? Non, t'enlèves Tunisie, tu mets Turquie à la place. Donc, de l'Algérie et du Maroc. Et de la Turquie. Et de la Turquie. Donc, à ce moment-là, qu'en est-il aujourd'hui, avec ces décisions-là en Algérie, quel va être l'impact en France, justement? Quel pourrait être l'impact? Pour le coup, c'est une excellente question. Après, il y a une forte tradition, je pense à la mosquée de Paris, par exemple, qui a un peu presque l'allégorie de l'Algérie, oui, pas peur de le dire, de l'Algérie et de l'influence algérienne sur l'islam de France. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que ça va être une tendance lourde? Est-ce que l'État algérien va se rétracter? Qui plus est dans une période où les finances de l'État algérien sont devenues problématiques? C'est une vraie question. Après, dans la réalité, il y a une présence algérienne, une présence franco-algérienne en France qui est assez forte, et au-delà même de l'implication de l'État, il me semble qu'il y a quand même des passerelles et des ponts qui unissent les deux sociétés. Dernière petite question, justement, à ce moment-là, si
ils essayent de couper court aux imams dits radicaux là-bas en Algérie. Est-ce que justement ils comptent faire la même chose justement avec les imams en France qui seraient de nationalité algérienne? On prendrait Karim et je répondrai à vos 2 points. Karim de Lille. Oui, salam alaikum. Bonjour, vous nous écoutez comment Karim à Lille? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Après le travail, je rentre, je prends mon goûter et j'ai toujours mes mêmes habitudes. Alors je regarde, je vous cache rien, le site Algérie Part, dont le journaliste que vous connaissez, est un bon comment dire, poil à gratter, pour ces affairistes que l'on dénonce, ces affairistes algériens. Et aussi, il m'arrive de vous écouter vous, ou alors Radio Gazelle. Oui. Voilà pour tout vous dire, quand il s'agit d'avoir des informations. Ou moi.com aussi, c'est un site sur lequel j'aime bien avoir des informations, des actualités. D'accord, mais vous répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Comment vous nous écoutez à Lille? Par Internet, par mon portable Internet. Ah, le portable, donc l'application. Excellent. Application, tout à fait. Très bien. Alors, sachez que depuis le 9 juin, nous diffusons en local à Lille sur ce qu'on appelle donc la radio numérique terrestre, qui est le nouveau équivalent de la FM et qui diffuse 24 heures sur 24 dans une radio qui va coûter 50 €. Ouais. 24 sur 24. D'accord. Parce qu'il y a aussi un autre moyen que j'utilise, c'est TuneIn Radio, qui me permet aussi d'avoir toutes les radios dont la vôtre. Mais tout ça, ça vous oblige à être à la maison pour écouter. Bon, tout à fait, d'avoir la Wi-Fi, tout à fait. Mais bon, vous savez, on peut pas faire 2 choses à la fois. On ne peut pas travailler correctement et faire un bon boulot tout en vous écoutant. Non. La réflexion, c'est après, et le boulot, c'est avant. Bon, Karim, alors. Je suis du style à cloisonner les deux domaines. Je viens vers vous et je reviens à ce que j'avais dit il y a quelque temps. Vous aviez lancé hier ou avant-hier le sujet, et ça reprend ce que vous venez de dire à juste titre, le sujet de l'islam en France et de l'influence des différents pays, et vous vous demandiez à juste titre ce que le ministre des Affaires religieuses pourrait apporter, bien sûr, aux mosquées d'Algérie et indirectement, aux mosquées de France. Je voudrais dire tout d'abord, il faut s'en rendre compte, c'est que pas toutes les mosquées, mais des mosquées ont été, par un travail de sape des finances saoudiennes, ont été polluées, il faut l'appeler un chat, polluées par une idéologie qu'on appelle le wahhabisme, et qui fait que des gens, au lieu de s'élever spirituellement, ne font que de la technicité. L'islam, c'est la spiritualité. Ça n'est pas que de la technicité avec une tendance tribale d'interprétation. Ça, j'allais presque dire pour référence, prenez Malek Chebel et d'autres qui vous expliqueront de manière plus experte l'influence néfaste que le wahhabisme a apporté dans beaucoup de mosquées. Et je reviens donc au sujet. Il est salutaire. Pourtant, je ne suis pas de ceux qui dressent des bons points au régime algérien. Mais il est salutaire qu'on ait un ministre des Affaires religieuses algériennes et qui décide, sans même parler de la laïcité, et de dire aux imams, vous êtes là pour éveiller la spiritualité des Algériens et non pas pour faire de la politique, car c'est 2 domaines antinomiques. La politique, on la laisse à des responsables politiques. Et le lieu commun de la spiritualité, c'est la mosquée. On est là pour éveiller la conscience des Algériens et des musulmans et non pas éveiller ou une fitna ou je ne sais trop quoi, et voire même idéologiser l'islam. Et le wahhabisme, je le dis, c'est une idéologie qui a un peu pourri, je vous le cache pas, l'essence même, l'interprétation même intrinsèque de l'islam, qui est une beauté, qui est une paix, qui est l'amour de son prochain. Dire ça, c'est quand on entend des gens parler de l'islam, c'est à croire que l'islam c'est du sang. Non, l'islam c'est l'amour de son prochain, il faut le dire et le répéter. Et donc je trouve que c'est un travail salutaire de salubrité, je vous le dis clairement, de salubrité spirituelle. Que ces jeunes ne puissent plus être tiraillés entre leur amour de Dieu et cette manipulation qu'on leur propose. Pas tous, je parle de cette manipulation qu'on leur propose avec une interprétation bien orientée et qui va toujours vers les mêmes. C'est l'Arabie Saoudite. Je suis en train de lire aujourd'hui un livre qui s'intitule La mosaïque des islams, et ça reprend votre sujet, dans lequel il était dit qu'autrefois, le wahhabisme ne pouvait pas franchir les frontières saoudiennes parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas découvert le pétrole. C'est le pétrole qui a permis au régime saoudien de diffuser ce wahhabisme. Mais ce wahhabisme, ça n'est pas une lecture spirituelle. C'était un moyen de maintenir le régime saoudien au pouvoir. Et si vous revoyez l'histoire, regardez toujours sous l'angle du pouvoir, et vous verrez que
Tout ce qui se fait par ce régime se fait que pour son maintien au pouvoir et non pas pour un éveil spirituel du musulman. Merci, voilà ce que Karim. je veux dire. Et j'espère que le ministre des Affaires religieuses tiendra bon et fera le ménage parce que la mosquée, c'est un lieu sacré de spiritualité et de réflexion spirituelle. Merci de m'avoir laissé parler. Je vous conseille d'acheter un livre qui s'appelle Le Pacte de Nejd. Nejd, c'est N-A-J-D. Le Pacte de Nejd, c'est un professeur universitaire tunisien, spécialiste dans le wahhabisme, et vous allez trouver beaucoup de clés de compréhension et d'interprétation de ce que le wahhabisme, la violence et la religion la plus fermée. Merci Karim, en tout cas pour votre excellente analyse. Ah oui. Très très bien. Bravo. On n'a que des bons auditeurs de toute façon. Mais est-ce que je peux dire, sous vos contrôles, messieurs, que le wahhabisme est le principal responsable des années noires en Algérie? Oui, oui. Est-ce que je peux le dire? Oui. Le principal, mais pas le seul. Non. Oui, dans le sens où, quand le président Boumedienne a décidé d'arabiser l'enseignement, il n'avait pas eu l'intelligence, faut dire le mot comme se dit, d'aller chercher quelques professeurs au Maroc et en Tunisie avec lesquels on partage tout. Et il s'est adressé au grand chef de la nation arabe de l'époque, au grand frère Abdel Nasser. Et Abdel Nasser, pour se débarrasser complètement de ses frères musulmans, le cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné. Il les envoie pour apprendre l'arabe. Et quand ces gens viennent, au lieu de faire apprendre l'arabe aux Algériens, j'allais dire l'arabe, langue de civilisation et de culture, ils ont, la bataille que nous avons aujourd'hui en France, appris aux Algériens l'arabe du Coran, et pour apprendre et répéter par cœur le Coran. Et donc, à partir de ce moment-là, le wahhabisme, même s'il est contre, mais il faudra des heures pour expliquer ça aux auditeurs parce que c'est dans le détail, en fait, il y a deux porteurs d'islam rétrograde. Vous avez le wahhabisme et les frères musulmans. Alors, les frères musulmans ont un regard rétrograde politique et les autres ont un regard rétrograde pour garder le pouvoir et faire de l'influence. Bon. Très bien. Alors, je pense que voilà, tout le monde salue en tout cas cette initiative et cette bataille qu'entend mener actuellement le ministre des Affaires religieuses en Algérie, Monsieur Mohamed Aïssa. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit notre ami Enver, en fait, ce ministre ne peut pas avoir d'influence sur les imams franco-algériens ou algériens ici en France. Pourquoi? Parce que tous les imams que l'Algérie envoie sont pris dans le moule de l'islam citoyen, de l'islam moyen, de l'islam réformiste. Donc l'Algérie n'exporte pas d'imams extrémistes, elle les garde chez elle. Et les autres, ceux qui sont français en plus d'être algériens, l'Algérie ne peut rien contrôler. Bon, alors il faut qu'on avance, messieurs. J'aimerais qu'on revienne en France parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine dans la récap. Avec une démission proposée de Gérard Collomb lundi, refusée dans un premier temps par le président de la République, puis le ministre, l'ex-ministre aujourd'hui de l'Intérieur Gérard Collomb, à 15h59 envoie par un communiqué qu'il maintient cette démission, alors même que le Premier ministre Édouard Philippe a tenté d'éteindre l'incendie à l'Assemblée nationale. Chose inédite, minuit et demi, communiqué de l'Élysée, le président accepte la démission du ministre Gérard Collomb, peut-être une manière de ne pas le voir en Conseil des ministres le lendemain, je ne sais pas. Passation de pouvoir dès le lendemain, avec une intérim assurée par le Premier ministre Édouard Philippe. C'était, je crois, c'est assez inédit, je crois que une telle situation n'est pas arrivée depuis 1959. Je sais pas, 59. Et c'était un ministre de l'Éducation nationale. Alors, vous m'avez demandé le nom, je l'ai toujours pas trouvé, mais en tout cas, c'est ça. Ça s'est passé en 59. C'était au tout début de la 5e République. Est-ce que là, c'est un coup dur, encore une fois, pour Macron? Ah oui, mais c'est un coup énorme. Enfin, faut bien avoir à l'aune la tradition républicaine de la 5e République. Les ministres ne démissionnent pas. Les ministres se font démissionner par le président de la République ou par le Premier ministre. Et c'est la tradition. Et quand ils démissionnent, ils informent au premier lieu le Premier ministre. Absolument. Pas le président de la République. Donc là, pour le coup, ça a été donc un coup dur comparé à la tradition républicaine, et encore plus lorsqu'on se rappelle du président Macron et de comment il se démissait. C'était Jupiter et le maître des horloges. Donc ça veut dire c'était un petit peu lui qui était à la manœuvre, c'était lui qui donnait le tempo, le timing. Sauf que là, encore une fois, il vient de se faire, il vient de se faire, il prend un camouflet en pleine figure.
Monsieur Collomb voulait démissionner, la démission est refusée. C'est souvent ça en fait. C'est vraiment le président normalement qui est à la base. Qui décide du timing. C'est ça que tu veux dire. C'est dans le timing. Ouais. Le président refuse, il n'obtempère pas à son ordre car il reçoit un ordre là en fait de rester à la barre. Il va voir le Figaro. Il va voir le Figaro, donc le média de droite, convoque le Figaro pour une interview, et lors de cette interview arrive avec le maire de Lyon qui donne sa démission et qui explique que Gérard Collomb vient de démissionner et il devient, il va rendre son poste de ministère de l'Intérieur pour redevenir maire de Lyon. Là, le pouvoir était devant le fait accompli le plus brutal et le plus, le plus sommaire, et il devait que accepter. Il n'avait aucun choix. On a eu Nicolas Hulot qui a démissionné, lui aussi sans informer personne. En direct à la radio le matin. En direct à la radio. On a eu aussi la démission, la troisième personne démissionnée, François Bayrou aussi, qui avait porté un coup. Je crois que c'est 7 ministres qui sont partis depuis le début de on a une hécatombe, et réellement, lorsqu'on se réfère à la tradition républicaine de la Ve République, les ministres ne démissionnent pas, ils se font démissionner, ils sont aux ordres du pouvoir exécutif. Donc là, Emmanuel Macron ne se fait pas respecter en tant que président, et encore plus, le chef de la majorité ne tient pas sa majorité. Donc aujourd'hui, on a un pouvoir vacant, on a un ministre de l'Intérieur qui est le Premier ministre, on ne sait pas s'il y aura un remaniement qui sera... C'est a priori un remaniement, pas un poste pour poste, en tout cas on parle d'un grand remaniement. Oui, ça pose aussi une question. Là aussi, on a des remaniements poste pour poste, là on se rend compte qu'il y a un problème. Clairement, le navire gouvernement est en train de tanguer, très franchement. On peut même se poser la question s'il y a encore du monde qui se bouscule pour prendre la place, et la question était très bien posée, c'est-à-dire que François Hollande a eu ses frondeurs, les Benoît Hamon, les Montebourg qui restaient au gouvernement et qui faisaient chanter une petite musique différente. Et Macron a ses déserteurs. Emmanuel Macron a ses déserteurs. Les gens n'ont pas forcément la franchise ou peut-être le bagou politique pour jouer sur deux tableaux, pour être à la fois et présent et faire sonner une musique différente, mais ils ont quand même l'audace et l'habileté de poser des démissions et de rappeler au président que oui, certes, il est président de la Ve République, certes, il est la clé de voûte de l'institution, mais pour autant, ils n'ont pas forcément fait allégeance ad vitam aeternam à cet homme politique. Enver. Là, je pense que c'est, comme le dit Razik, c'est un camouflet, parce que on pense souvent que le Premier ministre est le bras droit direct, justement, du président de la République, ce qui est en général Hollande qui le propose cas. de supprimer le poste de Premier ministre, lui, hein. Là, on peut se rendre compte que le bras droit du président de la République, Macron, c'était Gérard Collomb. Depuis le début, qu'il l'a chapeauté, qu'il l'a soutenu, qu'il l'a accompagné dans le démantèlement du Parti socialiste, en prenant justement ce cadre quand même. C'est vraiment un tonton du Parti socialiste qu'il avait récupéré. Et là, il se trouve que Gérard Collomb qui part, c'est vraiment le camouflet, parce que il ne s'y attendait pas, et c'est son bras droit qui part. Et d'une certaine manière, n'est-ce pas peut-être justement quelqu'un qui désavoue la politique totale de son président, qu'il avait soutenu jusque-là. Alors Tarek, juste avant de vous réagissiez, j'aimerais quand même vous demander, s'il vous plaît, de réagir sur cette phrase, moi, qui m'a interpellé. Quand il a quitté le gouvernement lors de la passation de pouvoir qui a été glaciale. Vous l'avez regardé, glaciale, hein, vraiment, entre les deux hommes. C'était d'ailleurs assez surprenant de voir et d'entendre que Gérard Collomb, à propos des quartiers où il juge que la situation est des plus catastrophiques, dit cette phrase: aujourd'hui nous vivons côte à côte et je crains que demain nous vivions face à face. C'est lourd de sens, Tarek, cette phrase. C'est lourd de sens. D'abord, je partage l'analyse qui a été faite à ma droite et à ma gauche. C'est bien, vous êtes bien au centre, vous. J'essaye. C'est une phrase dangereuse. Dangereuse. Dans la bouche de quelqu'un qui n'a rien fait depuis qu'il est là. Non, mais dans la bouche d'un premier flic de France. Non, mais il n'est pas premier flic. Ah, il l'était. Non, mais attendez. Depuis qu'il est là, il a fait du valse soft en faisant adopter une loi... Asile l'immigration. Non, plus que ça, la loi de sécurité intérieure, qui est la reprise de la loi de circonstances exceptionnelles, où j'ai oublié son nom, la loi qui a été mise en place par le président Hollande après les attentats. Et donc, il a passé dans la permanence la loi de l'exception. Voilà ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Et en dehors de ça, pour moi, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, il y a trois explications, on m'a donné encore une ce matin, sur son départ. La première, c'est qu'il ne s'entendait pas avec Madame Macron, et que Madame Macron a tout fait pour qu'il dégage. Oui, c'est une des hypothèses. Non, mais attendez. La deuxième, c'est que c'est la même chose avec le Premier ministre, à qui il ne veut rendre aucun compte, et il dit, moi, ce que j'ai à dire, je le dis au président.
D'ailleurs, ça s'est vu parce que c'était un regard. La réforme du 80 km/h. Et donc, le Premier ministre dit aussi, moi je suis Premier ministre, même s'il a des bonnes relations, même s'ils sont copains, comme dit l'autre, il y a président, Premier ministre, ministre. Donc, a tout fait. Et le troisième, c'est la femme de Colombe qui commence à sentir à Lyon qui sont en train de perdre pied, et ces gens se comportent comme des aristocrates qui contrôlent une ville, et il lui dit la ville est en train de partir en pièces détachées. Et donc, faut revenir récupérer. Donc, vous avez les explications. Il y a une quatrième, pardon, allez-y, il y a une quatrième, je pense qu'il a mal digéré l'humiliation qu'il a subie dans l'affaire Benalla. Si vous voulez, mais ça, non, mais c'est vrai, mais c'est dur pour lui, hein. Oui, mais celle-là, c'est aussi dans la bataille avec le Premier ministre, parce que s'il avait été voir son Premier ministre, ils auraient coordonné la défense et ce qu'on appelle les éléments de langage. Ouais. Et la dernière, c'est qu'aujourd'hui, les sondages que j'ai à titre confidentiel du côté de Lyon et dans le dans le télétrottoir et les radiotrottoirs, les gens ils disent on comprend pas qu'un type qui est ministre de l'Intérieur pour veiller à la sécurité de tous privilégie son propre intérêt et revient à Lyon pour devenir maire. Donc son intérêt c'est d'être maire, c'est pas de protéger les Français. Donc le Colombe qui n'a pas respecté la règle, mais là c'est là aussi la faute du président Macron qui lui-même en voulant casser plein de codes ne contrôle plus les codes qu'il a cassés, il n'arrive pas à construire de nouveaux codes. C'est ça. Oui, non mais c'est bien résumé, Tariq, bravo. Bon, dans un instant, on va adresser un petit mot parce que il y a un grand homme qui nous a quittés cette semaine. Il y avait une cérémonie ce matin aux Invalides, Charles Aznavour, là où il n'avait jamais chanté dans la cour des Invalides. Bien, c'est fait. Emmenez-moi, c'est ce qu'il voulait. Bah, il est parti. Et bel hommage émouvant ce matin aux Invalides à Charles Aznavour. Et Anne Hidalgo nous annonce d'ailleurs apparemment il va y avoir un endroit qui va s'appeler Charles Aznavour. Bah, j'espère que c'est pas un petit parc de 15 mètres carrés ou une place, parce qu'ils ont pris l'habitude à Paris de ne pas toucher à tous les noms existants et de chaque fois qu'il y a une personnalité, on donne un square, on donne une place. J'avais dit moi au maire de Paris, Monsieur Delanoë, une adresse qui ne comporte pas de numéro pour envoyer une lettre n'a pas de mémoire collective dans ce pays. Dans un instant, Libertad, si on a le temps, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF pour les quelques minutes qui nous restent, parce que moi je veux rendre l'antenne à l'heure. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je voudrais donner la parole, si vous voulez bien, à Karim pour un petit Libertad improvisé. Salut Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir. Tu nous appelles d'où Karim? Tu nous appelles d'où Karim? Non, t'inquiète, pas besoin de parler de Charles, ça y est, ramène la barre à Hajat. Tu nous appelles d'où Karim? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah voilà, moi à un moment, ça un peu énervé que vous défendiez trop Trump. Ah, ça l'a énervé de défendre. Vous défendez un peu trop, vous dites l'économie va mieux et tout, mais... c'est des réalités, je suis désolé. Moi, c'est pas une bonne personne, c'est tout, il n'y a rien à dire. Non, mais on n'a pas dit le contraire, on a juste... on relève des faits. Après, s'il y a 2% de chômage aux États-Unis, on va pas dire qu'il y a 10%. Voilà. C'est clair, mais voilà, non. C'est, voilà. T'as vu, voilà, le truc de... Salut, mon ami le Thune. Qui fait? Salut, mon ami le Thune. Qui fait? T'es pas Thune? T'es tunisien? Si, il est tunisien, bien sûr. Karim, t'es tunisien? Bah oui. Ah, pardon. Bah oui. Aïchek. Mais comment? C'est parce que mon téléphone il capte mal, là, je suis dans un mauvais truc, là. D'accord, ok. Bon. Eh ben, merci beaucoup, Karim, en tout cas. Ok. Et il l'aime pas, et personne ne l'aime. Non, mais on dit pas qu'on l'aime, on dit que c'est un bandit qui a su faire rentrer de l'argent et que chez lui, aujourd'hui, il n'y a pas de chômage. Si notre Macron pouvait être un bandit et faire descendre le chômage de 10 à 5, bah on applaudirait, même si on l'aime pas. Belle transition, pardon de vous le dire. Mais on a appris dans un rapport dans une étude, que la France avait renforcé ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite pour aller évidemment massacrer du Yéménite. Voilà. Ça c'est une info évidemment qu'on n'entendra pas parler dans les médias mainstream, mais qui est triste. Voilà. Qu'aujourd'hui pourtant la France n'est pas sans savoir ce que l'Arabie Saoudite à la tête de cette coalition fait et commet aujourd'hui au Yémen. On parle de crimes contre l'humanité quand même là-bas. C'est une situation catastrophique. La France, au lieu de se calmer et au lieu de changer de stratégie par rapport à ça, renforce la vente d'armes avec les Saoudiens. Donc complice de ce qui se passe au Yémen. On peut le dire tout à fait tranquillement. Messieurs, vraiment, 20 secondes s'il vous plaît, parce que sinon vous allez me mettre en retard. Un petit mot sur Charles Aznavour. Enver. Bah, je salue l'artiste. Tarek. Salut l'artiste. Grande personne et personnalité, qui a navigué dans tous les horizons, mais on gardera de lui le souvenir de l'artiste et du soutien de son peuple arménien en donnant son propre argent. Mon cher ami
Razik? Très court pour moi, no comment. Merci messieurs. Bon week-end. Merci Razik Petich. On te retrouve mercredi? Oui, avec grand plaisir. Anver, tu reviens vendredi? Vendredi. Et Tarek aussi. Et Hanan aussi. Hanan, elle sera là lundi. Vendredi. Ah bon? 9. Ah, je savais pas. Dans les scoops. Ah, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est de mieux en mieux dans cette équipe. Vous faites vos affaires entre vous. Hein, ça devient n'importe quoi. Merci beaucoup. Bon week-end et à lundi. Et pourtant. Merci d'écouter France Maghreb 2, il est 18h, tout pile, l'heure de retrouver. Et ce soir 20h, n'oubliez pas, Samir Absnam pour l'émission Parler Islam, Marine Garel pour l'info. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Un an après l'affaire Weinstein, le prix Nobel de la paix met en avant ceux qui œuvrent à mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre, c'est ce que dit le comité des Nobel. Ce prix Nobel de la paix qui revient au gynécologue congolais Denis Mukwege, 63 ans, et à la militante yézidi Nadia Mourad, 25 ans, ancienne esclave sexuelle de Daesh. Le chef de l'État Emmanuel Macron a prononcé l'éloge funèbre ce matin lors de l'hommage national à Charles Aznavour aux Invalides. Le chanteur est mort lundi à l'âge de 94 ans. Charles Aznavour sera enterré demain après-midi dans la stricte intimité à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, où repose une partie de sa famille. Alexandre Benalla était au palais de justice de Paris aujourd'hui. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est interrogé depuis ce matin pour la première fois par les juges sur les événements du 1er mai. Il avait été mis en examen pour des soupçons de violence et d'ingérence dans les actions de la police, une affaire qui empoisonne l'exécutif depuis cet été. L'audition de Jean-Marc Reiser au palais de justice de Strasbourg. Il est accusé d'avoir tué Sophie Le Tan, cette étudiante de 20 ans, disparue depuis le 7 septembre. Des traces de son ADN ont été retrouvées chez cet homme au nord de Strasbourg, mais jusqu'à présent le suspect s'est muré dans le silence. La Cour de cassation se tourne vers la Cour européenne des droits de l'homme pour un avis consultatif sur la GPA. Et le cas d'une famille dont les jumelles de 18 ans sont nées aux États-Unis via une gestation pour autrui. Le couple veut faire reconnaître son statut de parent. La justice française s'interroge sur la mère dite d'intention, celle qui a élevé ses filles mais ne les a pas portées. Une enquête ouverte en France pour disparition inquiétante. Disparition du président d'Interpol, le chinois Hong Wei-meng. Sa femme s'est rendue ce matin au siège de la police judiciaire lyonnaise qui l'a immédiatement entendu. Interpol, la plus importante organisation mondiale de la police, a son secrétariat général basé à Lyon. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.